va commencer. Merci d'être venu. Ce soir, on voulait vous parler de cinéma et de littérature, parce que d'une part, ce sont deux passions communes à Anne et à moi-même, et d'autre part, on trouvait que c'était intéressant de comprendre les avantages et les qualités de chacun de ces deux arts pour savoir bien précisément ce que, en tant qu'écrivain, on peut faire et ne pas faire avec la littérature, et également ce qu'on peut prendre au cinéma qui pourrait nous être utile. Et le premier point que je voulais soulever ce soir, c'est que je pense que chaque nouvel art, en étant inventé, prend des prérogatives aux arts qui le précèdent, et je trouve que le cinéma a pris en charge certaines choses qui, avant son invention, la littérature les prenait en charge, mais finalement la littérature n'était pas faite pour ça, et on s'en est rendu compte avec le cinéma, et notamment les scènes de foule, les scènes d'action, tout ce genre de scène est beaucoup plus adapté au cinéma, parce que le cinéma, contrairement à la littérature qui est un art successif, ayant la possibilité de montrer plein de choses en même temps, c'est beaucoup plus simple de montrer à l'arrière-plan une foule, je sais pas moi, de grévistes en train de manifester, et à l'avant-plan une altercation entre le protagoniste et son antagoniste, et qui débouche sur une course-poursuite ou je sais pas quoi. En littérature, faire la même chose, ce serait beaucoup plus lent et compliqué. Il faudrait commencer par poser le cadre, décrire la foule, et ensuite essayer de suivre les deux personnages en train de se courir après. Et je trouve que le cinéma est vraiment fait pour ça, parce que c'est un art visuel. Et la littérature, à mon sens, même si on a souvenir de Zola, qui savait vraiment bien montrer les foules, même si il y a encore pas si longtemps elle faisait ça, je suis pas sûr que ça serve à grand chose de continuer, parce que tout simplement la littérature fait ça mieux que le cinéma fait ça mieux que la littérature. Et le cinéma, il permet aussi d'avoir un rythme rapide. Par exemple, pour les scènes de poursuite, par exemple, c'est beaucoup plus percutant au cinéma que si on le décrivait dans un livre. Il y a un côté de rythme aussi. Et même pour des scènes qui se passent de façon simultanée, si on veut dans un film raconter ce qui se passe pour tel et tel personnage, on peut avoir des plans très rapprochés, oui. Et dans un livre, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il faut, pour ce genre de scène dans un livre, il faut vraiment avoir le sens du rythme, et on va dire, de la musicalité des phrases qui est vraiment pas donnée à tout le monde. Et en fait, l'invention du cinéma et avant de la photographie, je pense, a rendu la description obsolète, parce que avant ces médias qui ont permis de diffuser un grand nombre d'images à tout le monde, et du coup, en quelque sorte, créer une sorte de mémoire collective, un fond commun d'expérience dans lequel tout le monde peut plonger à la lecture d'un livre. Ça ne sert plus à grand chose de décrire là où se passent les scènes. Avant, du temps de Balzac, on avait besoin de décrire l'intérieur du salon de la Duchesse, parce que le roturier qui pouvait lire ça n'avait aucune possibilité de savoir précisément à quoi ça ressemble. Oui, ou décrire une ville, par exemple, qui sera le lieu d'une action dans un roman. Maintenant, tout le monde... Comme on l'a forcément vu à la télé ou au cinéma, en fait, l'auteur n'aura pas besoin de décrire en détail
toute façon, même avec Google Earth maintenant, on a accès à tout ça. Donc il faut vivre avec son temps et vivre avec, dans la concurrence des arts et comprendre les qualités de la littérature. Et pour moi, les qualités de la littérature, c'est... Alors déjà, il y a qu'elle qui peut le faire, c'est plonger dans la tête des personnages. Au cinéma, c'est très compliqué à faire. Et c'est le recours aux voix off qui sont souvent des paraphrases de ce qui se passe dans l'action et des explications grossières pour ne pas perdre les spectateurs du dernier rang. Et alors qu'en littérature, on a vraiment, que ce soit avec Stendhal qui laisse de côté sa narration très, très extérieure pour tout d'un coup plonger dans la tête de ces personnages par un style indirect libre, ou les exemples évidents de Woolf ou de Joyce. Voilà. Et Woolf et Joyce sont vraiment contemporains de la démocratisation du cinéma parlant. C'est sans doute pas pour rien. Donc, le cinéma étant visuel est plus à l'aise pour traiter des conflits extérieurs, du style je suis jaloux de mon collègue qui, en plus d'être beau et intelligent, a eu la promotion que je recherchais. Pour montrer ce genre de conflit au cinéma, il faut trouver les actions et réactions du protagoniste et de l'antagoniste qui va montrer au spectateur cette jalousie. Vous ne pouvez pas avoir recours comme ça à un monologue ou à une voix off disant ce que je viens de dire, qui est en fait une explication du personnage, et c'est ce que vous voulez éviter pour laisser progressivement le spectateur se faire sa propre compréhension du personnage, et du coup vous l'inviter dans la scène pour qu'il la crée en partie avec vous. En littérature, le type de scène qui serait intéressant, serait plutôt une réflexion en fait. Typiquement, ce serait Hamlet. Ce serait, je sais pas, pour reprendre l'exemple de mon personnage jaloux, c'est un personnage jaloux mais qui n'aime pas la jalousie. Et donc du coup, il va passer tout un chapitre à essayer d'analyser son sentiment, essayer de comprendre pourquoi il est jaloux, et pourquoi, détestant le sentiment de la jalousie, il est néanmoins jaloux. Et ça peut faire des passages très, très drôles et contradictoires, où il y a une sorte de dissociation du moi du personnage en plein d'instances différentes qui se parasitent et se répondent les unes les autres. Et ça, c'est très dur à faire au cinéma, sauf si vous versez dans les jeux surréalistes et vous faites interpréter le même personnage par différents acteurs, ou vous dédoublez l'acteur avec des effets spéciaux. Mais voilà. Pourquoi je parlais de ça ? Parce que la littérature permet de rentrer dans la tête du personnage. Voilà, c'est ça. Que le cinéma a du mal. Donc, voilà. Et donc, la littérature excelle dans les conflits intérieurs. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller d'abord, et ensuite voir ce qu'on peut conserver des conflits extérieurs s'ils ne nécessitent pas une course-poursuite et des explosions dans tous les sens. Par exemple, la première scène de Drive, qui est une immense course-poursuite pendant 7-8 minutes, c'est impossible à avoir une telle action, une telle intensité d'action dans un livre. Parce que ce qui est intéressant dans cette scène, en effet, c'est que... en fait, moi, je l'avais adorée parce que... au départ, c'est une scène qui commence à l'arrêt. Pendant assez longtemps, en fait, il se gare un moment, il laisse passer les voitures de police, et on suit vraiment
la scène de l'intérieur, alors qu'avant, traditionnellement, les scènes de course-poursuite sont filmées par un hélicoptère ou de manière très extérieure, et là, on est vraiment dans l'action à travers quasiment les yeux du personnage, et c'est vrai que ce genre d'attente en littérature, je pense que ça rendrait moins bien. Parce que, voilà, il suffit au cinéma de figer un plan pendant un peu plus longtemps que d'habitude pour, tout d'un coup, interpeller le spectateur qui se dit, mais tiens, il y a sans doute quelque chose à comprendre sur ce rythme soudain plus lent. Et c'est un peu comme les silences où la lenteur devient vite insupportable, et c'est ça qui est intéressant dans une narration. C'est comme si vous parlez à la radio et si au lieu le journaliste vous pose une question qui vous agace parce qu'elle est bête, et vous répondez en quelques mots et vous vous taisez. Et ça, le journaliste qui s'attendait à un développement et à une dilution du propos a horreur en fait que le silence s'installe, parce qu'on perd des auditeurs en fait. Et c'est un peu le même principe, mais là le lecteur ou le spectateur qui est un peu plus fin, c'est que c'est pour créer quelque chose et pour faire attendre quelque chose qui va arriver. Donc si ça n'arrive pas, c'est l'effet raté, mais il faut dilater un tant soit peu l'échelle temporelle pour que, au moment où éclate l'action, à savoir le malfrat est aperçu par une patrouille de police, et bien là, tout d'un coup, tout s'accélère, et cette accélération de l'action est rendue d'autant plus perceptible qu'avant, au contraire, c'était très lent, il ne se passait rien, et c'est justement quand il ne se passe rien qu'on a le plus peur, c'est qu'on attend le moment où ça va éclater. C'est comme dans Alien, l'héroïne qui est tapie avec son lance-flamme dans l'attente d'une rencontre avec la hyène. Vous vous dites, ça va arriver, mais le principe de ce genre de film, c'est qu'on ne sait pas précisément quand ça arrive. En fait, le cinéma a libéré la littérature de tout plein de choses pour lesquelles elle n'était pas forcément faite. Depuis le cinéma, on a pu innover, plonger à l'intérieur des cerveaux des personnages avec la modernité de Joyce et de Woolf, entre autres. Et inversement, le cinéma a habitué notre regard à une certaine à une forme de rythme, à un certain découpage de l'action et de la vie filmée par la caméra. Je pense notamment à l'invention du cut-up par Burroughs, qui en prenant une page de journal, en la découpant et en essayant de recoller de manière aléatoire les morceaux pour créer de nouvelles images, il a essayé de reproduire comme ça ce morcellement par le cadrage et par le rythme et par le montage cinématographique auquel les spectateurs étaient habitués. Et c'est assez intéressant de voir comme ça ce va-et-vient entre les arts. De la même manière, au XIXe siècle, la photographie a libéré la peinture de tout plein de responsabilités qu'elle devait seule assumer jusqu'à l'invention de la photographie. Et depuis la photographie, la peinture a pu devenir de plus en plus abstraite, faire tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'un art évolue. C'est en fait c'est moins par addition de nouveaux éléments que par soustraction. C'est tout d'un coup on se rend compte de l'obsolescence de certaines choses, parce que le cinéma le fait mieux, parce que la photographie le fait mieux, parce que ceci, parce que cela, ou tout simplement parce que les sensibilités ont changé.
Et tout d'un coup, c'est comme si voilà, on lâche du lest et on se rend compte que ce qu'on découvre en se débarrassant de plein de choses avait jusqu'à présent été assez peu analysé, étudié par les écrivains, et c'est justement ça qui revigore et renouvelle la littérature. Peut-être que le cinéma nous a appris, à nous écrivains, d'avoir ce genre d'audace de l'ellipse, en fait. Et peut-être que l'ellipse ne s'est jamais aussi mieux portée depuis l'invention du cinéma. Je suis d'une manière générale un grand fan des économies de mots en littérature, et moins j'écris, mieux je me porte, parce que plus on écrit, plus on a tendance à expliquer des choses qui sont évidentes. Et les ellipses sont une des armes d'un auteur pour suggérer un maximum ce qui se passe au lecteur, et donc du coup le lecteur n'a plus besoin comme ça de nos sous-titres et de nos explications laborieuses, et il s'imagine sa scène à sa manière, et ça rend la scène d'autant plus vivante, d'autant plus présente aux yeux du lecteur, et c'est là où vous gagnez des lecteurs. Il y a une sorte de jeu d'illusionniste ou de magicien. C'est à partir du moment où vous faites monter sur scène quelqu'un a priori prêt à croire à votre tour de magie, mais tant qu'il ne l'a pas vu, ne sait pas si vous êtes un vrai magicien. Et à partir du moment où vous réussissez à sortir de sa poche je ne sais pas quel lapin ou papillon, il ne peut qu'attester de la réalité de cette illusion. Et c'est typiquement ce qu'il faut faire en littérature, et même au cinéma et dans tout art d'illusion, c'est faire croire en fait au lecteur qu'il a tout fait lui-même. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est plus l'auteur arrive à disparaître de son livre et à se faire oublier du lecteur, plus je pense le lecteur peut s'approprier le texte, les scènes, les personnages, avoir l'impression que ce qu'il est en train de lire et d'approuver, il aurait pu l'écrire lui-même. Et le vrai talent d'un auteur n'est pas de faire le malin et de montrer à quel point il est doué, ce qu'on a tendance à faire, et je l'ai sans doute fait moi-même quand on commence, mais au contraire à user de ruses pour s'escamoter et mettre le lecteur sur scène. Et j'ai encore oublié... On parlait d'ellipse. Voilà, c'est ça, d'ellipse. Donc l'ellipse est très utile pour ce genre de tour de passe-passe, comme les images littéraires, comme ce genre de je sais pas comment on appelle ça, d'outils ou de procédés, j'aime pas beaucoup ces termes. Un des grands enseignements qu'on peut retirer du cinéma, c'est son art de la narration. Puisque comme au cinéma, le cinéma finalement se résume à l'action, se résume à l'enchaînement d'actions et réactions du protagoniste qui cherche à résoudre un conflit, qui cherche à obtenir un désir qu'on lui refuse. Comme vous ne pouvez pas plonger, comme en littérature, dans son cerveau, le scénariste est obligé de trouver l'équivalent de ce qu'un écrivain pourrait écrire, un équivalent en geste ou en parole ou en attitude, pour montrer le cheminement de l'action. Et donc du coup, c'est l'action à l'état pur, même si c'est pas des courses-poursuites ou des explosions, c'est de l'action. Et ce sens de l'action est un peu dilué en littérature, parce que la littérature sert à faire autre chose, à faire de l'analyse psychologique, à figer l'action justement dans des digressions interminables comme chez Proust. Et donc du coup, surtout quand on débute, quand on essaie d'écrire son premier roman et qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre et comment raconter une histoire,
c'est bien finalement d'oublier un peu la littérature et de revenir au cinéma pour savoir ce que c'est un protagoniste, un antagoniste, comment fonctionne la résolution d'un conflit, comment fonctionne le séquençage des événements qui vont mener jusqu'à la résolution de ce conflit. Et comme Hollywood a industrialisé le processus de création des films, pour le meilleur et pour le pire, il y a un vrai savoir-faire en fait, il y a un vrai talent américain du storytelling et de la narration. Le but, encore une fois, n'est pas d'expliquer ce qui se passe au spectateur, mais de le suggérer. Et donc, il suffit juste, voilà, de quelques gestes de l'acteur pour faire comprendre au spectateur la psychologie du personnage ou son état d'âme actuel. Donc ça, c'est très pratique pour la littérature parce que, encore une fois, le but de l'écrivain est de suggérer et non pas de nommer ou d'expliquer. Et ce sens du rythme et de l'action et de l'enchaînement, c'est le fameux plan en 3 actes en fait du cinéma hollywoodien où voilà, le premier acte sert à poser le contexte de l'histoire, l'enjeu de l'histoire, quel est le protagoniste, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il n'a pas, et qu'est-ce qui crée conflit et qu'est-ce qu'il essaye de mettre en jeu pour y remédier. Le deuxième axe, c'est les complications, rien ne va plus. Il pensait réussir à avoir sa promotion ou à séduire cette femme en suivant sa ligne de plus grande pente, qui est toujours la première action comptante, parce qu'on va pas risquer sa vie si on peut juste appeler la personne, ça me paraît beaucoup plus simple. Mais comme il faut raconter une histoire, ça peut pas, il suffit pas d'appeler la personne pour lui dire je t'aime et tout d'un coup l'autre personne tombe amoureuse. Parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Si tout se passe bien, il n'y a pas d'histoire. Il faut une complication, des conflits, des problèmes. Et progressivement, la règle des complications, la règle première, c'est une prise de risque croissante de la part du protagoniste pour arriver à ses fins, jusqu'à mettre sa vie en danger pour sauver le monde d'un terrible cataclysme ou je sais pas quoi. Et donc on arrive à la fin du deuxième acte ou au début du troisième acte au fameux climax qui consiste en une crise qui est à la fois le plus grand des dangers et la plus grande des opportunités, et c'est là où on risque le tout pour le tout et on sauve la galaxie du mal. Pour écrire, ça peut nous aider pour pouvoir justement construire une histoire, mais en même temps, il ne faut pas que ce qu'on écrive, ça soit un squelette ou un scénario. En fait, ça n'a aucun intérêt si on dit je me lève de ma chaise, je marche dans la rue. En fait, c'est pas ça qu'on attend de la littérature. Le scénario, c'est juste le squelette. D'ailleurs, au cinéma, c'est le jeu des acteurs, c'est les prises de vue, la photo, la lumière, les décors, les costumes qui font toute l'ambiance et l'atmosphère de l'histoire. Et en littérature, c'est pareil, c'est tout ce qui n'est pas visible qui va faire que les personnages, on comprenne qui ils sont, qu'on comprenne leurs conflits et qu'on rentre vraiment à l'intérieur des personnages et qu'on comprenne leur sensibilité, que nous, en tant que lecteurs, quand on va lire une histoire, ça va nous parler, ça va nous toucher parce que ça va toucher notre sensibilité, et c'est pas parce qu'on aura dit il conduit sa voiture, il s'arrête au feu rouge, il redémarre que ça va nous toucher. En fait, ça va être tout le reste dans la littérature qui va permettre ça. Oui, parce qu'en fait, deux choses. La première, c'est que si ce que vous écrivez, ne sert pas à la compréhension du personnage ou de l'histoire, ça ne sert à rien de le garder et il faut mieux le supprimer. Et la deuxième, c'est l'importance du sous-texte. Les dialogues au cinéma sont rarement importants pour ce qui est dit textuellement.
le fait que le personnage A dise au personnage B salut, tu vas bien, tu t'es bien réveillé, n'a aucune importance en soi. Ce qui est important, c'est la manière dont c'est dit, c'est quand c'est dit, c'est les gestes qui accompagnent la réplique. Et en gros, en fait, toute réplique est un prétexte au sous-texte et à la compréhension de la vérité intérieure des personnages. Et les mauvais écrivains, il me semble, n'ont gardé que le texte des répliques de cinéma et ont oublié que ce n'était qu'un prétexte. Et du coup, ça explique peut-être que dans les manuscrits qu'on reçoit quand on est un éditeur, il y a énormément de dialogues dans les romans qu'on peut recevoir. Et la plupart du temps, qu'ils soient là ou pas là, finalement, on s'en fout parce que ça n'apporte rien. Les répliques du genre salut, tu vas bien? Oui, je vais bien, et toi? C'est pas très important. Et finalement, il y a peu de répliques importantes dans une histoire. On peut garder certaines répliques parce que ça donne un aperçu d'une certaine manière d'être d'un personnage, parce qu'il utilise un certain argot, parce qu'il a une certaine idiosyncrasie, une certaine manière de s'exprimer, une certaine brutalité dans sa manière de s'adresser, de s'affirmer à l'oral. Ça, on peut garder, mais vous le dites une fois, deux fois, et c'est bon, on aura compris à la troisième. Et donc, ça ne sert à rien d'en faire trop non plus. Et surtout, si les répliques ne servent qu'à dire ce qu'elles disent, c'est signe que soit l'écrivain n'est pas allé assez loin et n'a pas creusé assez profondément son personnage pour essayer de comprendre quel est l'écart entre l'extérieur et son intérieur. Tout simplement, c'est que c'est inutile. Il y a énormément de choses inutiles, et de la même manière qu'un art évolue par soustraction, un manuscrit s'améliore souvent par soustraction, parfois par dilatation d'un passage en une longue digression géniale, mais souvent par soustraction, parce qu'on se rend compte finalement que tout ça ne sert à rien, et les manuscrits obèses ou mal fichus qu'on peut recevoir s'expliquent parce que très souvent leurs auteurs ne savent pas franchement ce qu'ils racontent, n'ont pas compris, ne sont pas descendus assez profondément dans leur histoire et dans leur personnage pour se dire ah oui, finalement je veux raconter l'histoire d'une relation mère-fille compliquée parce que ceci, parce que cela. Comment je le manifeste au lecteur sans le lui expliquer aussi bêtement. Il me faut telle scène, telle anecdote, telle circonstance, tel détail pour construire le personnage. Et là, on supprime parce que tout d'un coup, on se rend compte que des 200 pages du premier jet, il y en a peut-être 125 qui racontent cette histoire, et 75 autres racontent sa relation avec une toute autre histoire avec sa petite sœur, ou avec sa meilleure amie, ou une histoire d'amour avec tel autre individu. Et on peut avoir différentes intrigues dans une histoire, mais il faut que les intrigues secondaires soient là pour soutenir l'intrigue principale. Et sinon, vous avez trois romans différents, ou trois nouvelles différentes. Et je trouve que l'économie, comme un film, est souvent compris entre 2 heures et 3 heures de projection. On n'a pas le luxe, en fait, de prendre des voies sans issue et de se dire bah oui, là j'ai fait une digression, mais ça n'apporte rien. C'est pas grave, je reviens dans l'histoire principale et on continue. Ça, c'est difficile au cinéma. Et du coup, l'écrivain cinéphile est peut-être plus armé que l'écrivain qui ne va pas au cinéma pour comprendre en fait comment réduire son manuscrit à l'essence même de l'histoire qu'il veut raconter, du personnage qu'il veut nous raconter. Et finalement, l'équivalent du
film, du long métrage, et pas le roman, c'est la nouvelle. Le film est beaucoup plus proche, par cette économie de moyens et de durée, d'une nouvelle, même un peu longue, que du roman, qui peut se permettre plein de choses. Et c'est le charme du roman, c'est que le roman, c'est pas un genre bien défini avec un nombre de règles bien définies, c'est souvent n'importe quoi. Mais il y a quand même besoin d'une économie, en fait, d'un certain minimalisme quand il s'agit de raconter une histoire, et le cinéma peut nous apprendre ce genre de contraintes, parce que on n'apprend jamais mieux que sous les contraintes. Et si vous dites j'écris tout ce qui me passe par la tête, c'est très bien pour commencer, pour avoir beaucoup de matériaux, pour dégorger les mauvaises phrases qui nous passent par la tête forcément. Mais à un moment, il faut resserrer tout ça et structurer tout ça. Et vraiment, pour l'apprentissage de la structuration d'une histoire, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon film bien raconté et bien mené pour comprendre comment ça fonctionne.